C'est l'honneur d'une société civilisée, précisément d'un état de droit, de ne pas condamner sans organiser un procès permettant à tout accusé de se défendre selon les principes démocratiques, des fonctionnements d'une enquête, d'une instruction, en tout cas d'une instance judiciaire. L'action publique ou l'action pénale a pour but la répression de l'infraction considérée comme ayant porté atteinte à l'ordre social et pour objet l'application d'une peine. L'exercice de l'action est constitué par les actes tendant à maintenir et à poursuivre la mise en œuvre de l'action devant les juges. Le droit judiciaire est la voie obligatoire par laquelle doit passer celui qui veut obtenir justice. Sans l'existence du droit judiciaire, la justice ne peut être rendue. À moins évidemment d'admettre les systèmes archaïques et anarchiques du recours à la vengeance privée. Dans la pratique judiciaire, on parle du procès pénal. Quels sont les droits et libertés du citoyen dans un procès pénal? Question des droits. Les droits des citoyens sont innombrables. Et notre Constitution, dans sa première partie, a défini les droits fondamentaux des citoyens. Et ces droits fondamentaux restent intacts même dans le cadre d'un procès pénal. Alors, les énumérer, peut-être que je n'aurai pas en mémoire le temps d'énumérer tous les droits, mais nous noterons d'abord que dans un procès pénal, l'inculpé conserve tous ses droits intacts à travers la présomption de l'innocence. Lorsque les procès commencent, les poursuites sont engagées, l'inculpé ou la personne poursuivie garde intact ce droit. On ne doit pas la traiter comme étant déjà condamnée parce qu'il faut prouver qu'elle a commis une infraction, qu'elle doit répondre de la violation de la loi pour qu'elle puisse être considérée comme étant coupable. Les droits à la dignité. L'inculpé doit être traité avec dignité. C'est un citoyen. Il a droit de se défendre et de se faire assister à toute étape de procédure par un avocat de son choix. Comme il peut renoncer de se faire assister, ça reste encore son droit. Il ne doit pas être traité comme un vulgaire monsieur ou une vulgaire dame. Il doit avoir des considérations. Lorsque la personne est privée de sa liberté, il faut prendre soin de lui informer des faits dont elle est poursuivie. Et d'ailleurs, ça, ce n'est pas seulement quand on est privé de sa liberté, mais dans toutes circonstances, lorsque les poursuites sont engagées contre un individu, il faut lui dire qu'elle est poursuivie de quel fait, prévu par quelle disposition légale et réprimée de quelle manière. Il faut prendre soin de protéger les biens de quelqu'un. Là, je suis dans le contexte où on devra lui priver de sa liberté. On ne va pas prendre quelqu'un, on le prend par mandat d'amener, on laisse sa porte ouverte et ses biens seront volés par la suite. On doit prendre soin d'informer les membres de sa famille que telle personne a telle difficulté. Si elle n'a pas de conseil, on doit lui trouver un conseil parce qu'il faudrait que les débats judiciaires soient équilibrés. Il y a plusieurs autres droits. Vous souffrirez que je ne saurais pas dans 5 minutes énumérer tous les droits, mais je note que dans le procès pénal, un individu garde intact ce droit et on la considère comme si les poursuites... Parce qu'on ne peut pas quand même conclure les poursuites qu'on doit commencer. Il faudrait qu'on arrive à la conclusion pour que certains droits, avec l'autorisation de la loi, soient amenuisés et ça soit réduit. Pour parler d'un procès pénal, il faut qu'il y ait la commission d'une infraction. Parce que le droit pénal, qui a 2 éléments, l'incrimination et sanction pénale. Incrimination, c'est tout comportement interdit par la loi et par le règlement. Alors, lorsqu'on interdit un comportement, on prévoit aussi les sanctions à l'auteur qui violera cette interdiction-là. Et c'est ce que ça donne, ce qu'on appelle l'image d'une infraction. Une infraction qui est un comportement irrégulier, illicite, qui vexe
la communauté nationale. Donc, l'infraction trouble l'ordre public. Dans l'ordre public, il y a ce qu'on appelle la moralité publique, la tranquillité publique, la salubrité publique et la sécurité publique. Donc, lorsque vous volez, vous faites l'adultère, vous touchez à ce qu'on parle de la moralité publique. Lorsque vous faites des pollutions sonores, vous touchez à ce qu'on parle de la tranquillité publique. Lorsque vous jetez des immondices, des infractions environnementales, vous touchez à ce qu'on appelle la salubrité publique. Mais lorsque vous faites l'atteinte à la sûreté de l'État, vous faites des actes de rébellion, vous touchez à ce qu'on appelle la sécurité publique. Donc, l'infraction vexe la communauté nationale, la famille nationale. Et au début, et ça s'est fait encore dans d'autres siècles, après œil pour œil, dent pour dent, l'âge de vengeance, vous verrez même dans la Bible, lorsque quelqu'un commettait une infraction, on l'amenait dans les champs où on lapidait les gens. Et avant de vous lapider, c'est votre parent qui était appelé à vous jeter le premier des cailloux pour dire qu'il partage avec toute la société les conséquences ou l'inquiétude de votre comportement irrégulier, inacceptable, qui dépasse le seuil d'insupportable. Et les autres pouvaient suivre après. Sur le plan pénal, tout est fonction de la manière dont ces poursuites sont enclenchées. Il peut se faire que les poursuites commencent par l'officier de police judiciaire, ou elle commence plutôt par une plainte. Une partie victime cherche une autorité judiciaire. Et l'autorité judiciaire la plus proche, nous pensons ici à l'officier de police judiciaire, qui peut être de la police ou ceux qui sont affectés dans des parquets. Mais en fait, toute autorité judiciaire qui est chargée de recevoir la plainte, dès qu'elle reçoit la plainte, commence l'instruction. L'enquête préliminaire va commencer avec l'officier de police judiciaire. Celui-ci, après son travail, il va déférer son dossier à son autorité supérieure qui se trouve être l'officier du ministère public. L'officier du ministère public mène l'instruction préparatoire. Terminant l'instruction préparatoire, il va saisir la juridiction des jugements et la juridiction des jugements va mener l'instruction à l'audience publique. Après l'instruction à l'audience publique, la juridiction des jugements va décider. Mais ce n'est pas toujours fini. Parce que les parties gardent la faculté de relever appel. Selon qu'il s'agisse d'une décision prononcée par défaut, ils vont faire opposition. S'il s'agit d'une décision prononcée contradictoirement, ils vont relever appel. Après l'appel, la juridiction d'appel, après qu'elle ait décidé, la partie garde encore le pouvoir de saisir la juridiction de cassation, qui se trouve être la Cour de cassation, pour qu'on puisse vérifier sur la forme. Est-ce qu'on a respecté la loi? Voilà le processus. Ce n'est que lorsqu'une décision a acquis l'autorité de la chose jugée, ça veut dire qu'on a vidé toutes les voies de recours. Nous sommes en matière pénale, bien sûr, que le procès est fini. Mais ce n'est pas toujours fini parce qu'il faut exécuter la décision. On passe à la phase de l'exécution de la décision. La partie condamnée va exécuter sa punition selon que le tribunal ou la cour a eu à se prononcer. Et dans la phase de l'exercice ou de l'exécution de la peine, il y a encore d'autres éléments qui interviennent, qui font partie de ce processus-là que nous appelons un procès pénal. Bien sûr qu'à ce stade, on n'est plus au procès, mais on est au stade de l'exécution, mais il y a beaucoup d'interférences, notamment lorsque quelqu'un a eu à se conduire convenablement. On estime que Fouté s'est amélioré. Or, le but de la condamnation, c'était de corriger la personne, l'amener à devenir un honnête citoyen. Mais si elle s'est amendée vite, on lui dit non, écoutez, vous n'allez pas faire toute la peine. La partie de la peine que vous avez déjà purgée suffit. On vous donne le temps de rentrer à la cité pour vous adapter à la situation de la cité,
pour voir si les améliorations que vous nous avez montrées à la prison peuvent servir encore à la société. Là, nous avons le cas de libération conditionnelle. N'empêche aussi que la grâce des autorités compétentes pour accorder la grâce intervienne. Et que dire de l'amnistie? Donc, c'est un processus qui va jusqu'à l'exécution de la peine. Celui qui a été condamné, il exécute sa peine. Il peut maintenant sortir un âme parce qu'il a fini avec son procès. Je ne pouvais pas non plus terminer ce mot sans évoquer un autre aspect. Parce que tous les dossiers ne commencent pas seulement par l'officier de police judiciaire. Une victime peut saisir le parquet directement. La plainte escamote l'étape de l'officier de police judiciaire. On voit directement l'officier du ministère public en vertu du principe qui peut le plus, peut le moins. Le même travail qu'a fait l'OPJ sera fait par l'officier du ministère public et la procédure va se poursuivre comme nous avons eu à le dire. Il est des gens qui n'ont pas le temps de passer par l'instruction préparatoire. Il estime, écoutez, il va saisir directement le tribunal. Là, il y va par citation directe. Il saisit le tribunal par une citation directe. Le tribunal va faire les exploits à la requête certainement des huissiers et les parties viendront comparaître et là, le procès commence directement avec la phase juridictionnelle. Il n'y a pas de phase préparatoire ou d'instruction préparatoire. Là, directement, ça commence au niveau de la phase juridictionnelle et les autres procédures viennent. Celui qui succombe peut relever appel. Celui qui, en instance d'appel, la juridiction d'appel va vérifier encore le procès jusqu'à arriver à la condamnation et à l'exécution de la peine, comme nous avons eu à le dire. Le juge qui doit dire le droit, c'est-à-dire il doit rendre justice entre deux parties. Pour les procès pénals, il y a la partie, c'est-à-dire l'accusé, et de l'autre côté, la collectivité, ou je puis dire la communauté. Contrairement dans un procès civil, où c'est les intérêts des deux parties, c'est-à-dire les particuliers. Mais dans un procès pénal, c'est la société contre l'infracteur. C'est pourquoi, parfois, ça fait regretter, lorsque un citoyen est attrapé, il est koulouna, ses parents se plaignent. Oh, on a arrêté notre enfant. Non. On a arrêté un voleur. Hein? Mais sa famille se plaigne. Ou sa tribu se plaigne. Non. Sa famille ne peut pas se plaindre. Ou ses proches ne peuvent pas se plaindre. D'autant qu'il faut partie de cette communauté-là. Et dans un procès pénal, le procureur, le ministère public, il est là. Parce que c'est lui qui présente l'accusation. C'est lui qui a mené les enquêtes. Parce qu'on dit actor incumbit probation. La preuve incombe à l'accusateur. Et le régime de la preuve dans un procès pénal est clair. On parle de la liberté de preuve. Mais attention, le principe c'est la liberté. La preuve, mais son administration n'est pas libre. Donc, rechercher des preuves, mais tout en respectant la procédure pénale, tout en respectant les droits de l'homme ou les droits à la vie privée de quelqu'un. Vous ne pouvez pas entrer dans mon téléphone, vous volez mon code et vous trouvez des images et vous dites voici les preuves. Au contraire, c'est vous, il serait arrêté. Donc voilà, dans un procès pénal, il y a le juge, il y a l'accusé, il y a aussi la victime qui est la partie civile. Et à son côté, il y a le ministère public. Et c'est là à des degrés différents. Pour placer quelqu'un en détention préventive, il y a des conditions. Deux grandes conditions. La première, il faudrait qu'il s'agisse d'une infraction punissable tout au moins de 6 mois de servitude pénale
principal est qu'à charge de la personne qu'on doit placer en détention, qu'il soit décelé des indices sérieux de sa culpabilité. Ce sont là les deux grandes conditions. Indice suppose des éléments apparents. Les indices, ce sont des traces, les éléments visibles, mais qui préjugent de ce que nous n'avons pas vu. C'est comme la face apparente de l'iceberg. Au fond, là, c'est caché beaucoup de choses, mais nous n'avons qu'un petit élément qui nous dit non, attention, ici, il y a quelque chose. Donc, pour parler des indices sérieux de culpabilité, il faut prouver que les éléments que nous avons en présence, les éléments visibles, nous permettent de conclure que la personne à charge de laquelle nous avons constaté ces éléments, soit qu'elle est en relation avec la commission de l'infraction, ou alors c'est elle qui a à commettre ces infractions. Ce sont ces indices-là, et ils doivent être des indices sérieux. Je peux illustrer ça par un exemple. Il y a eu vol dans une maison. On a volé les habits. Le vol a été perpétré la nuit, à 23 h. Demain matin, le voisin d'en face, il met la tenue qui a été volée la même nuit. En tout cas, si cette personne n'a pas été celle qui a volé, mais au moins elle a une information à donner à l'instruction pour qu'on puisse savoir comment cette tenue qui a été volée à 23 h est arrivée sur son corps. Ça, ce sont des indices. On ne l'a pas vu voler, mais on trouve sur lui un élément qui le met en relation avec l'infraction. Donc, les indices doivent être des éléments apparents, extérieurs, qui permettent de conclure que non, il n'y a pas de doute, cette personne doit nous informer sur la circonstance de l'infraction. Ou alors c'est elle-même qui a commis l'infraction. À chaque étape des procédures, la détention est réglementée. Et c'est comme ça que dans notre droit, nous avons les juges de la détention, qui se trouvent être les juges du tribunal de paix pour tous les autres justiciables. Et puisque la détention est réglementée, chaque étape de détention a une durée et il y a un acte qui est pris pour constater cette détention-là. Lorsque la détention est opérée par ou pratiquée par l'officier de police judiciaire, la loi lui accorde 48 heures. Et ces 48 heures, c'est d'heure en heure. S'il a arrêté à 12 heures, à la 48e heure, de 12 heures à 12 heures de la 48e heure, il devra libérer. Ça se compte d'heure en heure. Il peut se faire qu'il a arrêté aujourd'hui pendant 2 heures du temps, il libère, demain il arrête, on va computer ça. On va mettre ces temps-là pour ne pas dépasser ces 48 heures. Et l'acte qui justifie cette détention, c'est le procès verbal de saisie de prévenu. Au niveau d'abord de l'OPJ, nous sommes dans la phase qu'on appelle de la détention provisoire. Ce n'est pas encore la détention préventive. On passe au niveau de l'officier de ministère public, la loi lui accorde 5 jours pour détenir un inculpé. Nous sommes toujours dans la détention provisoire. Nous avons quitté l'enquête préliminaire de l'OPJ pour l'instruction préparatoire du ministère public et là la détention est toujours provisoire, elle est de 5 jours. Il n'est même pas recommandé à l'officier du ministère public d'attendre le 5e jour pour présenter la personne dans une audience particulière qu'on appelle la chambre du conseil. À partir du moment qu'il présente l'inculpé en chambre du conseil, il va solliciter l'autorisation de détenir cet inculpé-là devant les juges de la détention. En pratique, c'est quoi? Il vient dire au juge de la détention, tel monsieur est poursuivi du chef de telle infraction. J'ai retenu à sa charge des indices de culpabilité tirés d'eux. Sa fuite étant crainte, nous l'avons placé en détention préventive, encore que l'infraction pour laquelle elle est poursuivie est punissable de plus de 6 mois de servitude pénale. Nous l'avons détenu de telle période à telle période. Mais nous n'avons pas terminé nos enquêtes. Nous pensons poser tel devoir d'instruction
qui va commander à ce que nous puissions le garder encore en détention. Voilà, nous venons solliciter auprès de vous, juges de la détention, l'autorisation de le détenir. Et si les juges autorisent, le magistrat a maintenant 15 jours. Il faut compter les 48 heures de l'officier de police judiciaire, ajouter les 5 jours de l'officier du ministère public, et maintenant, c'est les 15 jours d'une ordonnance autorisant la détention. C'est à partir du moment où les juges autorisent la détention que commence la détention préventive. De tout temps ici, c'était une détention provisoire. Là, elle est maintenant une détention préventive. Avec cette autorisation-là, on accorde au magistrat 15 jours. Les juges peuvent refuser. Parce qu'au fait, dans son audience, les juges ont 3 critères pour examiner en chambre du conseil le dossier d'un inculpé. Il vérifie la légalité de la détention. Est-ce que la détention est conforme à la loi? Il vérifie la régularité de la détention. Est-ce que la détention a été régulièrement pratiquée? Est-ce qu'on a respecté les délais de détention? Et les juges vérifient également l'opportunité de la détention. Est-ce que la détention se justifie? Partant du fait que le principe c'est la liberté, est-ce qu'il est nécessaire de détenir dans ce cas? Et le ministère public qui vient en chambre du conseil devra démontrer à l'intention du juge ces 3 éléments, tout en présentant l'inculpé, parce qu'en fait dans la présentation également, le ministère public essaie de trier. Vous devez retenir qu'il n'y a pas de détention préventive pour les personnes âgées de moins de 18 ans. Les mineurs, alors, en présentant l'inculpé, on le présente sous toute son identité complète en tenant compte de ces éléments. On expose les faits brièvement et on étale les indices de culpabilité tout en tenant compte de la position de l'inculpé lors de l'instruction. Et on expose à l'intention du juge en chambre du conseil qu'il y a la détention pratiquée antérieurement et régulière, que c'est dans la légalité qu'on a pratiqué, dans la conformité avec l'article 27 du Code de procédure pénale, et qu'il reste opportun. La détention se justifie encore. Là, on continue à détenir. Après 15 jours, si on n'a pas terminé les enquêtes, on revient devant le même juge pour lui dire les 15 jours que vous m'avez donnés n'ont pas suffi. Voilà, ces 15 jours, je les ai mis à profit pour faire ça, ça, ça. Et ces devoirs-là, il me reste encore tel devoir. Parce qu'on ne devra pas continuer à détenir quelqu'un pour le plaisir de le faire. Il faudrait que le magistrat qui détient justifie les raisons pour lesquelles il va continuer à détenir cette personne. Dans ces cas-là, lorsque les juges agréent la demande du ministère public, il va encore accorder 30 jours. Là, il donne une ordonnance de confirmation de la détention préventive. 30 jours plus tard, on revient encore devant le même juge pour solliciter une autre ordonnance de confirmation de détention préventive. Cependant, ce n'est pas d'abord pour toute infraction qu'on ira de prorogation en prorogation. Figurez-vous, quelqu'un qui est poursuivi pour une infraction punissable de 8 jours de servitude pénale. Injure non publique par exemple. Les 2 jours de détention provisoire de l'officier de police judiciaire, plus les 5 jours du ministère public, nous avons déjà 7 jours. Mais quand on continue à détenir cette personne, lorsqu'on doit l'amener en chambre du conseil, on a viné avec le maximum de la peine, qui se trouve être celle de 8 jours. Est-ce que pour ces cas-là, on peut placer en détention préventive? Nous disons non. Ça serait prendre la charrue mettre la charrue devant le bœuf. Parce que vous ne devez pas oublier que le ministère public, même lorsqu'il détient, au procès pénal, il est parti au procès. Et il ne va pas garder en détention un inculpé pour que celui-ci se sente qu'il est déjà condamné. Donc vous gardez en détention préventive un inculpé jusqu'au temps maximum de la peine, c'est de la tricherie. Et le magistrat dans ces cas-là n'échappera pas à une action disciplinaire. Et il y a lieu de fouiller un peu si on ne peut pas les poursuivre également pour arrestation arbitraire. Pour ce qui est de la justice militaire, la détention préventive ne s'organise pas de la même manière qu'elle s'organise dans les juridictions civiles. Pour les juridictions militaires, le magistrat, sa chambre du conseil, c'est s'adresser à son autorité, à l'auditeur. 30 jours. Je n'ai pas terminé les devoirs d'enquête. L'auditeur autorise. Après avoir renouvelé ça, à concurrence d'une année, la chambre du conseil se tiendra maintenant devant les juges compétents pour connaître de la cause. Mais ils ont 12 mois
des temps de détention, mais après 12 mois, on se réfère au juge compétent qui doit connaître du fond du litige et c'est celui-là qui va statuer sur la détention préventive. Lorsqu'un inculpé est placé en détention préventive, il est gardé dans la maison annexée à la prison centrale. En fait, on devrait avoir une maison pour garder les détenus préventifs. Mais comme ils sont gardés là, la prison centrale est gérée par un directeur qui au quotidien vérifie la gestion des pénitenciers. Le ministère de la Justice a la main mise sur la prison. C'est elle qui organise la gestion pénitentiaire. Et les procureurs généraux, les procureurs de la République inspectent régulièrement les prisons, au moins 2 fois par mois. Donc, ils seront seulement au courant qu'une personne a été gardée en détention et que son dossier n'évolue pas. On va interpeller. Donc, ce sont des rares cas qui arrivent. C'est pratiquement impossible qu'on puisse placer quelqu'un en détention et qu'on garde les dossiers. Parce que les dossiers avec prévenu en détention appellent célérité. Et quand la personne est en détention, obligatoirement, si l'infraction n'est pas établie, on prend une décision d'élargir cette personne-là pour qu'on classe les dossiers sans suite. Mais si l'infraction est établie, on saisit la juridiction des jugements pour que la personne puisse connaître son sort. Encore que l'article 19 de la Constitution voudrait que chaque citoyen puisse être averti de son sort dans le meilleur délai. En matière civile, vous êtes marié, pas parce que vous portez l'alliance, mais parce que vous avez l'acte de mariage. À défaut, carnet d'adresse. Vous ne pouvez pas brandir les photos de mariage ou dire, mais vous, juge, vous étiez là hein, quand je me suis marié. Non, ce n'est pas ça. Parce que la preuve est légale. Alors, en matière de nationalité, la preuve, par excellence, c'est les certificats de nationalité. Et en matière de filiation, on vous parle de l'acte de naissance. Donc, voilà, en matière civile, les preuves sont déjà prévues par la loi. Mais tandis qu'en matière pénale, par exemple en matière de cybercriminalité, le juge peut recevoir toutes les preuves, même virtuelles. Lorsque vous êtes poursuivi pour infraction d'escroquerie et vous l'avez fait au téléphone, vous vous passez pour ministre, vous vous passez pour un blanc, tout consort. À travers ces preuves téléphoniques qui sont sonores, le juge peut les apprécier et les considérer. Mais en matière civile, nos correspondances par courrier, mail, ne sont pas de preuves admises parce qu'il n'y a pas encore une loi portant adaptation au droit à la preuve électronique. Voilà un peu la différence. Donc, en matière pénale, le juge est libre pour apprécier des preuves. Mais en matière civile, là, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie des preuves. Mais en matière pénale, quelqu'un peut avoir une pièce, l'autre, il a la parole, hein, mais le juge, il peut apprécier. Quelqu'un est poursuivi pour viol. Il vient de violer un enfant mineur. Ça a suscité la clameur publique, le scandale. Cette personne vient en justice. Après avoir comparu, on la relaxe. On lui demande de partir. Ça va susciter des remords. La population ne saura pas comprendre que une personne qui vient de commettre un acte aussi crapuleux, mais elle arrive en justice et on lui demande de partir. Pour éviter ce scandale, on place cette personne en détention. D'ailleurs, vous remarquez également, pour des raisons de sécurité, quelqu'un qui commet un accident de circulation, lui-même va avec le véhicule, il va se déposer, il va arrêter son véhicule au poste de police. Et il demande de se faire arrêter. Pourquoi? Parce que la population pourrait le lyncher. Pour la sécurité du prévenu, on peut placer le prévenu en détention.
Mais lorsqu'un prévenu plutôt est menacé d'une condamnation de servitude pénale à perpétuité, toute sa vie, il doit la placer en prison. Est-ce qu'elle va attendre la condamnation? Lorsqu'elle sait qu'on peut la condamner, elle va se soustraire. Et quel est le but d'un procès lorsque la personne qui a été condamnée, on n'aura pas exécuté cette peine? C'est pour garantir l'exécution de la peine qu'on place en détention. Alors, les juges, lorsqu'ils reçoivent une demande de mise en liberté provisoire, ils doivent apprécier est-ce que le prévenu n'est pas de nature à pouvoir se soustraire des poursuites qu'on a organisées contre lui. Est-ce que le prévenu va attendre la condamnation? Ou en libérant le prévenu, ne va-t-il pas falsifier des pièces pour que l'instruction soit bâclée et qu'on n'arrive pas au résultat? Est-ce qu'en mettant les culpés à liberté, ça n'aura pas été un scandale? Ça n'aura pas été préjudiciable à sa propre sécurité? En appréciant ces éléments, les juges autorisent ou bien refusent la liberté provisoire. La liberté provisoire peut être accordée par l'officier du ministère public qui a pratiqué la détention. Là, on fait une requête qu'on adresse au ministère public, lui-même répondant favorablement, il accorde la liberté provisoire. Comme en chambre du conseil, lorsque le ministère public présente l'inculpé en chambre du conseil, celui-ci peut solliciter sa liberté provisoire. Lorsque les juges estiment que les conditions s'y prêtent, il lui accorde la liberté provisoire. Tout comme la juridiction de jugement, lorsqu'elle est saisie, l'inculpé peut formuler sa demande et le tribunal va apprécier. Maintenant, lorsque le tribunal refuse, par moment, le tribunal peut estimer, écoutez, nous sommes déjà saisis du fond. On va se prononcer sur le fond. Est-il nécessaire d'accorder la liberté provisoire alors que nous avons déjà tous les éléments pour nous prononcer sur le fond? Non, attendez alors qu'on se prononce sur le fond qui peut être l'acquittement comme la condamnation. Et enfin, très souvent, les gens, lorsque la personne doit fuir la condamnation, elle est condamnée, vous restez avec votre décision qui n'est pas exécutée, la personne est partie. Quel est l'intérêt de la justice d'avoir des décisions qui ne seront pas exécutées? Ce sont les critères dont se sert le juge pour apprécier que cette personne-là, elle est d'une bonne moralité, sa fuite n'est pas à craindre, elle va collaborer avec la justice, l'adresse est fixe et connue, la personne a une grande charge et il faut la laisser gérer ses charges. On apprécie ces critères-là pour décider d'accorder ou de refuser la liberté provisoire. Mais tenez, lorsque vous parlez de liberté provisoire, la liberté provisoire peut être un allègement ou un assouplissement de la mesure de détention. C'est comme ça qu'on parle de, on confirme la détention, mais elle est allégée par une mesure de liberté provisoire. Ça veut dire que l'inculpé est placé sous une contrainte, elle devra se présenter devant son magistrat instructeur, elle ne devra pas se situer dans un milieu, dans des aérogares, au port, à l'aéroport, où elle peut se soustraire des poursuites, et elle répondra à chaque invitation. Elle doit afficher un comportement qui ne soit pas susceptible de troubler l'ordre public. Donc on le place sous ces conditions et éventuellement elle paye un cautionnement. Le cautionnement, c'est la somme d'argent que l'inculpé laisse à la disposition de l'État, de la justice, attestant qu'elle ne pourra pas fuir. Et quand bien même elle arriverait à se soustraire des poursuites, cette somme-là sera à mesure de couvrir toutes les charges qui seraient relatives à l'instruction de son dossier. Un procès équitable, ça rentre dans ce qu'on appelle les droits de l'homme. Parce qu'une bonne justice, ce n'est pas caractérisé par la répression, non. Une justice républicaine, c'est celle qui est caractérisée par la conciliation entre la répression et le respect des droits de l'homme de l'accusé. Le procès équitable veut dire un procès contradictoire où vous donnez la chance à toutes les parties d'opposer les moyens. L'accusateur qui est le ministère public, appuyé par la partie civile, donc la victime, présente ses preuves, mais laissez aussi à l'accusé de présenter ses preuves. Et les juges, comme depuis la phase préjuridictionnelle, le magistrat, lorsqu'il est instruit, c'est à charge et à décharge. Et voilà les signes même de la balance.
Je loue les efforts de votre télévision de vulgariser un peu la loi. Parce qu'au Congo, on a toujours tendance à accuser sans vérifier qu'est-ce qui s'est fait. Il faudrait vraiment que les Congolais aient suffisamment d'informations sur le fonctionnement de leur justice et plusieurs cas vont échapper aux accusations et la rumeur va laisser la place aux évidences. Chaque tribunal a près le tribunal un parquet et c'est ce parquet qui s'occupe de l'exécution de la peine. Lorsque le tribunal de paix condamne au pénal, c'est l'officier du ministère public près ce tribunal-là qui s'occupe de l'exécution. Mais si on n'exécutait pas, mais il n'y aurait pas de gens en prison. Donc les parquets exécutent les décisions du tribunal. Mais je peux peut-être regretter le fait qu'il y a certaines décisions du tribunal qui ne sont pas exécutées, surtout dans les matières de condamnation à une peine d'amende. Si cela arrive, c'est peut-être parce que la loi a prévu que lorsque quelqu'un est condamné à une peine privative de liberté et qu'elle est condamnée à une peine d'amende, le non-paiement de l'amende est compensé par un temps qu'on passe en prison. C'est ce qu'on appelle la servitude pénale subsidiaire à l'amende. Là, la personne choisit de faire la peine qui a été prévue par les juges en lieu et place du paiement des sommes qu'on lui a demandé de payer à titre d'amende. Alors, quand les choses se passent de cette manière-là, les gens ne pourront pas comprendre. Bon, il y a effectivement, pour les cas où le tribunal a été saisi par citation, c'est la partie qui a gagné le procès. Elle ne va poursuivre que ses intérêts civils. Le ministère public devra s'activer, lui, pour poursuivre l'intérêt de la répression qui se trouve être son travail. Mais je ne partage pas l'opinion de ceux qui pensent qu'on n'exécute pas de peines. Beaucoup de peines sont exécutées, mais pour en connaître l'ampleur, c'est un peu difficile parce que n'oubliez pas que notre prison qui était faite pour 1500 personnes, elle en reçoit aujourd'hui plus de 4 à 5 000. Si on doit exécuter toutes les décisions, bon, va-t-on nous dire qu'on n'exécute pas les décisions parce que la prison n'a pas de place? Mais je pense que le ministère public fournit un effort pour exécuter la peine. N'oubliez pas non plus le fait que nous sommes un pays continent et nous avons une démographie qui ne correspond plus au nombre de magistrats. Alors, il y a peu de magistrats pour une population qui grandit au fur et à mesure que le temps évolue. C'est tout à fait normal que parfois certaines tâches exercées par l'officier des ministères publics puissent apparaître comme des îlots dans notre désert ou l'oasis dans les déserts et que l'ampleur ne soit pas vraiment connue. Mais si vous passez devant les cours des tribunaux, vous verrez que chaque parquet a un service d'exécution. Dès que le jugement est présenté au procureur de la République, son service prépare les réquisitions, les mandats de prise de corps, si nécessaire, la réquisition à fait d'emprisonnement, qui se trouve être le mécanisme d'exécution des décisions de justice. La justice est capable de renflouer les caisses du trésor public lorsqu'elle se met en marche de la manière prévue par la loi. Je dis quoi? Tous ces dossiers qui inondent les offices, les parquets, plusieurs peuvent se clôturer par la voie des paiements d'amende transactionnelle. Et vous savez aujourd'hui, compte tenu de méfaits de la peine privative de liberté, parce que vous arrêtez quelqu'un, vous le placez entre quatre murs, peut-être vous le nourrissez avec difficulté, vous ne lui permettez pas le temps de s'exprimer, il ne contribue en rien, il devient une charge pour la République. Plusieurs penseurs ont estimé qu'il fallait suppléer à la peine privative de liberté d'autres peines qu'on appelle les peines palliatives à la peine privative de liberté. Et l'une des peines palliatives à la peine privative de liberté se trouve être la peine pécuniaire, celle des paiements de l'argent, par des amendes transactionnelles ou amendes judiciaires à la suite d'une condamnation de justice. La justice peut contribuer au budget de l'État congolais, à renflouer le trésor public de manière à ce que tous les Congolais puissent bénéficier des efforts de la mission que la République a donnée aux magistrats. Il suffit seulement que certains dossiers plutôt se terminent par transaction. Les frais d'amende transactionnelle là sont à verser au trésor public. Il suffit que dans chaque condamnation, que l'État récupère ses pourcentages, soit les condamnations par décision de justice, un tribunal qui condamne quelqu'un à une peine d'amende, on exécute cette peine d'amende-là
l'État récupère l'argent. Et ceux qui auront été condamnés à de fortes amendes, qui ne s'exécutent pas, l'État dispose d'un privilège sur tous les biens de tout citoyen condamné. Monsieur Christian, vous ne vous rendez pas compte de la gravité de ce que je vous dis. L'État dispose d'un privilège sur tous les biens d'une personne condamnée. On vous condamne à payer 10 000 $. Vous ne payez pas 10 000 $. Dans les délais de la loi, l'État sait que vous avez une maison à tel endroit. L'État va saisir cette maison. Elle sera vendue et l'État se donne de l'argent. Vous voulez qu'il en soit ainsi? Non. Peut-être que vous ne vous êtes pas donné l'œil de vérification. Vérifiez, vous vous rendrez compte. Mais je suis sûr, si pour toutes les amendes, les condamnations à des peines d'amende, l'État, qui a un privilège sur tous les biens de prévenus, peut saisir certains biens. L'État n'est pas un parent pauvre. L'État, c'est les parents les plus riches, les richissimes. Et ce privilège-là vous permet, pour 20 000, on vous prend ceci pour 20 000. Donc, l'État ne manquera pas de l'argent et l'État aura tout le moyen. Parce que le comportement du Congolais est au quotidien infractionnel. Toutes les infractions de circulation routière, mauvais stationnement, vous avez brûlé les feux rouges, vous avez dépassé du mauvais côté. Mais c'est transigible. Il y a des amendes. Si pour chaque comportement, le trésor public reçoit quelque chose, je pense que l'État ne cherchera pas de quoi payer les fonctionnaires. La justice, c'est une autre direction de contribution qui peut vous générer des recettes autant que génère la direction de contribution. Mais pourvu qu'elle ait ses moyens. Donc, si on peut mettre suffisamment de moyens à la justice, et avec toutes ces condamnations, je pense que l'État ne manquera pas de moyens. Et de ce fait, la justice, elle pourra permettre aux Congolais d'être avisés chaque fois qu'il doit poser un acte. Les droits et libertés des citoyens sont innombrables. La justice est le garant des libertés fondamentales. C'est la justice qui protège ces libertés fondamentales. Et il ne faudrait pas qu'on considère seulement la garantie de droit de celui qui est poursuivi. La victime a également de droits. Et s'il y a un procès pénal, c'est parce qu'on voudrait restaurer le droit de la victime. Et en le faisant, l'État ne considère pas celui qui a commis une infraction comme un paria. Un monsieur qui va sortir de la société pour aller se créer une société à part. Non, on lui impose une sanction pour l'amener à s'amender, à se corriger, et que par sa sanction, quiconque tenterait de commettre les mêmes faits, qu'il s'abstienne. Et en ce moment-là, on va resocialiser les délinquants, le ramener à devenir un honnête citoyen, en se fondant sur le fait que chat échaudé craint même de l'eau froide. Et la personne qui a été sanctionnée va rentrer dans la société. C'est le seul don, le seul héritage que Dieu nous a donné, la République démocratique du Congo, que nous allons partager, même avec ceux qui ont commis les infractions, mais qui doivent être resocialisés. Justicia, pour tout savoir sur les droits.